Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver, c'est Late et Smart. Et durant une heure avec mes deux invités, nous allons tenter de mieux comprendre l'actualité du moment, actualité économique essentiellement. Bien entendu, de quoi allons-nous parler tout début d'émission, on comparera l'Espagne et la Tchéquie. Vous verrez pourquoi ce sera l'apéritif. Notre premier débat juste après. Il portera sur la loi climat. La loi climat, elle a été présentée ce matin au Conseil des ministres. Elle est critiquée par certains d'un côté, c'est pas assez. Elle est critiquée par d'autres de l'autre. C'est au contraire too much, c'est trop, notamment certaines dispositions enfin, qui gênent peut-être certains secteurs économiques. À voir plus largement quel regard portent mes invités sur la façon dont l'économie doit répondre ou pas à l'enjeu climatique. Les regards de mes deux invités, c'est un regard d'investisseur et c'est un regard d'entrepreneur. Je vous les présente dans un instant. Et puis dans la deuxième moitié de l'émission, nous nous intéresserons à l'économie américaine et on l'évoquait un petit peu hier, ce terme de possible surchauffe qui est de plus en plus évoqué là-bas et qui paraît assez incroyable par rapport à la situation que l'on vit au quotidien chez nous et que d'ailleurs probablement au quotidien vivent les Américains également. Pourquoi, comment arrive-t-on à parler de surchauffe? Et de fait, on voit que les marchés financiers aux États-Unis comme ailleurs, mais surtout encore plus aux États-Unis, sont à des niveaux records. Alors est-ce qu'il y a un lien entre les deux là encore? On se posera la question, je poserai la question, parce que c'est moi qui pose les questions dans cette émission. Je poserai la question tout d'abord à Didier Saint-Georges, à ma droite. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du comité d'investissement stratégique de la société de gestion Carmignac. Donc vous, c'est le côté investisseur par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, ou en tout cas le regard d'investisseur. François Bergerot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur, vous êtes cofondateur de l'Atelier des chefs et puis par ailleurs, votre temps libre, vous êtes vice-président de l'association Croissance Plus. Merci à tous les deux d'être à mes côtés ce soir pour évoquer ces sujets. Tout de suite, la petite question apéritif. Un apéritif européen ce soir. Regardez ce titre du quotidien espagnol El País qui a retenu mon attention. La République tchèque surpasse l'Espagne en PIB par habitant. Le chapeau du papier nous dit que l'économie espagnole d'une part n'a pas réussi à réduire l'écart qui l'a séparé avec l'Allemagne après 20 années d'euro, stagne là tout par rapport à l'Italie et à la France, et par ailleurs les pays de l'Est, eux, réduisent l'écart. Donc, ce qui a frappé les journalistes espagnols dans les chiffres des données du FMI confirmées par Eurostat, c'est que précisément les Espagnols, le PIB par habitant des Espagnols est désormais inférieur à celui des Tchèques. Très précisément, je donne les chiffres et puis après je vous passe la parole. L'année dernière, ce PIB PPA, c'est-à-dire en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire consolidé par rapport au niveau de vie sur place, a atteint, alors c'est très précis, 40 293 € pour les Tchèques, contre 38 143 € pour les Espagnols. Précision, les Français ne sont pas très loin avec un PIB par tête de 45 000 € à peu près. La France n'est plus très loin. Quel regard portez-vous? Moi, j'ai été assez surpris parce qu'effectivement, comme manifestement les Espagnols, qui doivent être un petit peu vexés, on a tous connu la chute du mur de Berlin. C'était pas qui a un peu marqué quand même globalement le début de rattrapage pour les pays de l'Est, qui ont ensuite été intégrés à l'Union européenne pour une grande partie d'entre eux, pour le coup, quelques années plus tard, plus récemment. Est-ce que ça vous surprend? Vous dites non, c'est bien normal, effectivement, compte tenu de ce que vous connaissez des puissances relatives de ces pays, de voir comme ça un ancien pays de l'Est qui avait passé, encore une fois, PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat, c'est vraiment la richesse des gens au quotidien, quoi, hein. C'est leur capacité à consommer. Ça vous inspire quoi, Didier? Alors, deux choses peut-être. La première, c'est qu'en effet, la Tchéquie est un pays émergent. Ouais. Les pays d'Europe de l'Est, depuis 30 ans, ce sont des pays émergents qui sont tirés vers le haut par l'Europe. Alors, il est vrai que c'est spectaculaire de voir des chiffres qui se rapprochent comme ça. Effectivement, ça a commencé il y a 30 ans. Et donc, l'accélération, je dirais, de l'Europe émergente, c'est un des vrais phénomènes économiques des 30 dernières années. Mais c'est vrai que l'autre côté, c'est la performance assez miteuse de la croissance économique, de la production de richesse de l'Europe. Ouais. Et là, il y a un vrai sujet, surtout en ce moment,
C'est-à-dire qu'on peut considérer, on peut accuser l'euro, etc., mais on peut également accuser les 10 dernières années avec la grande question qui était de savoir comment on gère les crises. Et la dernière crise, jusqu'à l'année dernière, c'était celle de 2008. Ouais. Voilà. Et vous vous souvenez que la doxa, ça consistait à dire il faut surtout garder les équilibres, ne pas trop s'endetter, pas trop faire de déficit. Il y avait une espèce de prisme vraiment germanique à la rigueur. Et ça a fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans une Europe qui a tout perdu parce que l'Europe plus de l'Ouest, là. Oui, l'Europe de l'Ouest, oui, l'Union européenne, en réalité, c'est-à-dire un déficit de croissance, tout simplement. L'Italie doit être exactement dans la même situation. Leur problème principal... L'Italie, ils sont au même niveau que la Tchéquie, en effet, en PIB. Le problème principal, c'est un problème de croissance, croissance du PIB. Et c'est intéressant de voir, si on veut mettre cette nouvelle là dans le contexte de l'actualité, c'est que la gestion de la dernière crise, celle de 2020, est complètement différente. Cette fois-ci, on voit que les gouvernements, y compris l'Allemagne, ne veulent pas reproduire la même erreur qu'ils avaient commise il y a 10 ans, consistant à dire il faut tout de suite resserrer les boulons, éviter les déficits, etc. Parce qu'en faisant cela, on croit revenir vers l'équilibre. En réalité, on plombe complètement la capacité de croissance et le taux d'endettement, c'est PIB sur dette. Ou dette sur PIB. Et donc, le numérateur, c'est une chose, vous essayez de réduire la dette, mais si votre PIB s'enfonce, votre ratio ne s'améliore jamais. Donc, je crois qu'une des leçons, malheureusement, de ce rattrapage de l'Europe de l'Ouest par les pays émergents de l'Europe, c'est vraiment un constat d'échec sur des politiques de croissance qui ont vraiment été trop faibles ces 10-15 dernières années. Votre regard, François, alors vous, dans votre boîte, vous avez un taux de croissance meilleur que l'économie et le PIB par habitant espagnol. Oui, alors effectivement, en fait, il y a deux façons de voir le point. Il y a effectivement le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc à moitié vide, c'est qu'effectivement, des grands pays comme l'Espagne, vous l'avez dit, et la France ont des taux de croissance qui sont très faibles, trop faibles. Et donc, voilà. Et puis, le point positif, c'est quand même que l'Europe a tendu la main à tous ces pays d'Europe de l'Est qui, il y a pas très longtemps, il y a 40 ans, étaient effectivement très éloignés idéologiquement de nous. Et le fait de les avoir rentrer dans notre giron, finalement, les a aidés à devenir des vraies puissances économiques fortes. C'est beaucoup des fonds européens au départ, comme l'Espagne 20 ans avant d'ailleurs. Et donc, finalement, en fait, j'aurais aimé que plus de journaux en fassent la une en disant l'Europe, elle a d'une certaine façon quand même atteint certains de ses objectifs, même si sur d'autres, elle a été très mauvaise, parce qu'elle fait grimper vraiment des pays qui avaient toutes les capacités pour. Donc maintenant, on va avoir des puissances de plus en plus fortes à côté de nous. C'est bien d'être challengé, et puis parce qu'en business, on sait que c'est bon d'avoir des concurrents un peu forts. Et puis en même temps, quand on voit ce qui se passe en Asie, quand on voit ce qui se passe ailleurs, plus il y aura de pays riches et puissants en Europe, mieux ce sera. Oui, on va pas regretter que les Tchèques se soient enrichis, évidemment. Ce qu'on peut regretter, enfin en tout cas, on imagine que c'est plutôt un regret du point de vue des Espagnols, c'est qu'ils soient passés devant et que donc ils aient pas, que les moins riches s'enrichissent, c'est tant mieux. Si les un peu plus riches s'enrichissent pas pendant ce temps-là, effectivement, ça peut de fait poser des problèmes. Mais c'était intéressant. Voilà, moi ça m'a. L'entrepreneur voit toujours le positif. Et financier, c'est souvent de regarder ce qu'on peut faire mieux. Mais effectivement, c'est bien de voir aussi que la croissance, ça se traduit quand même souvent par l'enrichissement des gens. C'est pas que des statistiques. D'où l'intérêt de ces chiffres à la fois de PIB par habitant et en parité de pouvoir d'achat, ce qui, là, pour le coup, montre bien une notion de richesse individuelle. Allez, tout de suite, on va revenir à la politique économique. On va parler de l'économie et du climat. Nous sommes mercredi, c'était Conseil des ministres ce matin, vous n'y étiez pas, moi non plus, mais on sait ce qui s'est dit pas forcément, en tout cas ce qui était à l'ordre du jour. La loi climat était à l'ordre du jour ce matin du Conseil des ministres, elle arrivera au Parlement d'ici quelques semaines, mais voilà, c'est le point de départ de son processus éventuel d'adoption, une loi climat qui crée la polémique. Alors c'est pas absolument
étonnant. C'est un peu le cas de toutes les lois. Et celle-ci, effectivement, n'est pas neutre. C'est une loi qui est issue, c'était le but, des travaux de la Convention citoyenne sur le climat. Cette convention à qui le chef de l'État avait dit on prendra tout tel quel. Et finalement, évidemment, il a fait quelques ajustements et repris quelques-uns des points qui avaient été proposés par les conventionnels. On s'en souvient, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises. Alors du coup, il y a du trop peu ou du trop, tout court. Regardez cette réaction de l'écologiste Yannick Jadot. Loi climat, une loi de greenwashing, donc greenwashing du point de vue de l'État, dit-il lui, de greenwashing aveugle face à l'urgence climatique, sourde à l'engagement citoyen de la Convention citoyenne. Nous pouvons faire tellement mieux. Donc c'est à l'occasion d'une lettre ouverte de 110 associations qui interpellent le chef de l'État. Cet après-midi, le titre du papier du Monde, projet de loi climat, des mesures nombreuses mais pas à la hauteur des ambitions. Donc le Monde a l'air d'accord avec Yannick Jadot. Et puis l'aspect plus économique, dans les différents papiers qui en rendaient compte ce matin dans le quotidien Les Échos. Regardez celui-là, la loi climat va acter le gel, c'est un des nombreux points de cette loi, le gel des nouvelles zones commerciales à partir de 20 000 mètres carrés, ce qui est considéré par les spécialistes de ce métier potentiellement comme un problème, non pas forcément pour l'impossibilité d'en ouvrir de nouvelles, de zones commerciales, ça globalement, ça sera plus possible, mais même dans les rénovations de zones commerciales actuelles, la limite de 20 000 mètres carrés pose, semble-t-il, quelques problèmes. Au-delà de la loi climat, c'était un point de départ. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement le regard du monde économique par rapport à ces enjeux, vos regards différents, j'imagine complémentaires, je le disais dans le sommaire, dans le regard plus investisseur, en regard chef d'entreprise. Didier, comment le monde de l'investissement, le secteur financier, comme on dit parfois, on a l'impression, certains disent d'ailleurs qu'il va plus loin maintenant que parfois que les pouvoirs publics dans sa préoccupation de ces sujets, de cet enjeu climatique. Tiens, pour commencer, est-ce que vous iriez jusque-là de dire que l'univers économique, l'univers des investisseurs va parfois plus loin dans les exigences, dans les changements de politique d'investissement que parfois les pouvoirs publics? Oui, je pense que c'est vrai. Ouais. Je pense que c'est vrai pour deux raisons. La principale quand même, c'est qu'au final, les investissements, c'est, en dernière analyse, c'est l'épargne et des particuliers, des ménages, etc. Or, la conscience des individus, des populations est véritablement le grand changement dans ce domaine depuis quelques années. Donc, il y a une exigence de l'investisseur final pour de l'investissement qui soit très, très exigeant du point de vue climatique, mais pas seulement. Donc oui, il y a une véritable exigence là, des investisseurs. La deuxième raison, c'est que les entreprises ont trouvé, soit parce que ce mouvement vers, on va dire, l'écologie au sens large, crée des opportunités, soit parce qu'il y a des mutations nécessaires, donc qui vont générer des investissements, des gestions de réorientation des investissements, qui font qu'il y a effectivement un sujet vraiment économique considérable que prennent en compte les investisseurs. C'est d'ailleurs, c'est un peu ça ma réaction quand je vois ce projet de loi. C'est assez politique, donc je suis ni légitime ni compétent pour en parler, mais c'est vrai que confier sa politique en matière d'écologie ou de climat à un panel de volontaires qui va la déterminer, il est clair que là on est très très loin de l'approche des investisseurs qui vont beaucoup plus essayer d'analyser la dimension économique de chaque décision. Il n'y a pas besoin de 150 volontaires pour voir que effectivement c'est dans le transport et l'habitat que l'on peut faire beaucoup d'efforts pour réduire son empreinte CO2. Donc il y a une dimension politique là avec des composantes qui n'ont aucun impact économique et qui peuvent d'ailleurs faire la une des journaux et faire réagir les gens, mais aucun sens économique. Donc l'approche économique, elle est quand même très très différente de elle est censée peut-être être plus rationnelle. Est-ce que vous diriez que l'échéance
la vision moyen-long terme que sont censés avoir les investisseurs, enfin en tout cas les investisseurs de moyen et long terme. Vous n'êtes pas professionnellement vous-même dans les allers-retours quotidiens, c'est le métier peut-être d'autres gens, mais c'est pas le vôtre dans les sociétés de gestion. Justement permet aussi d'avoir une meilleure prise en compte de ces exigences, alors que le politique, il surfe avec des élections en moyenne tous les 2 ans. Quand on met une taxe, on a un risque d'avoir des gilets jaunes, etc. Donc il faut trouver un équilibre et que du coup les investisseurs voient un peu plus loin et ont moins d'état d'âme de ce point de vue-là. Oui, c'est sûrement assez vrai. Il y a également, alors là, il y a sûrement du greenwashing également dans le monde de l'investissement. Il faut regarder, c'est assez facile d'en investir que dans. Parce qu'aujourd'hui tout le monde est green, exactement. Officiellement. Alors qu'à la limite, on pourrait faire valoir exactement le contraire, c'est-à-dire que c'est davantage les entreprises ou les secteurs qui aujourd'hui sont polluants ou ne respectent pas les objectifs. C'est là qu'il peut y avoir, au contraire, beaucoup de progrès qui soient réalisés. C'est pas en investissant uniquement dans les bons élèves qu'on fera évoluer les moins bons élèves. Donc il y a le greenwashing est clairement un des écueils dans lesquels peuvent s'avancer les investisseurs. Mais pour le reste, c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est-à-dire que les sujets comme la gouvernance, il est connu depuis très longtemps que les entreprises qui ont une gouvernance très douteuse, tôt ou tard, rencontrent des problèmes. Les entreprises qui traitent mal leurs employés, tôt ou tard, ont des problèmes. C'est rarement les plus performantes sur la durée. Voilà, exactement. Voilà, donc il y a une vraie convergence. Et il faut juste faire attention de ne pas tout repeindre en vert sur cette approche-là. Alors c'est marrant cette expression de greenwashing, parce que pendant longtemps, elle était utilisée à l'encontre justement des entreprises en général. C'était les entreprises qui faisaient du greenwashing. Là maintenant, c'est pour leurs adversaires, je citais Jadot, ce serait supposément les États qui feraient aussi dans leur politique du greenwashing. L'entrepreneur que vous êtes, François, comment vous voyez justement quelle approche vous avez de ces enjeux climatiques, à la fois au niveau des politiques publiques, avec une loi comme celle-ci, et puis plus largement? Déjà, quand on pose la question de trop ou trop peu, on se dit qu'ils sont peut-être bien, puisqu'il y a la moitié des gens qui trouvent que c'est trop, et la moitié des gens qui trouvent que c'est trop peu. Donc peut-être que la loi est assez bonne. Peut-être qu'il y a un équilibre. Je ne suis pas rentré profondément dans les détails. Ce que je vois, c'est qu'on va réavoir de la consigne pour le verre. Moi, quand j'étais petit, on consignait le verre, et puis ensuite, on a dit que ça consommait trop d'essence, le verre, parce que c'était très lourd, et donc finalement, on a fait trouver les bouteilles en plastique, c'était formidable, et puis 40 ans plus tard, on revient au verre et avec la consigne. Donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ces questions, elles sont très compliquées. Ce qui est certain, c'est que quand on commence à légiférer, en fait, on pense toucher à un endroit et puis, par ricochet, on pose d'énormes problèmes à d'autres endroits. Moi, l'entrepreneur que je suis, il a tendance à penser que c'est le marché qui va faire en sorte que les entreprises et les consommateurs vont évoluer. C'est pas par la loi en fait qu'on fait tellement avancer les choses. Le marché de temps en temps, il faut un peu l'inciter, le flécher. Qu'on donne des grandes directions, c'est très bien. Ensuite, légiférer dans trop de détails, je suis pas pour, parce que plus on va dans les détails, plus en fait on se rend compte que, quand on l'a vu au moment du Covid... Et là, il y a plein de détails, parce que la publicité pour les voitures, mais c'est à partir de tant de centimètres cubes, etc., de poids des voitures. Et on retombe dans les biens essentiels et non essentiels. C'est-à-dire quand on va trop loin, en fait, ça devient incompréhensible et ingérable. Et donc, pour les entreprises, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Donc, en revanche, quand on voit des grandes entreprises de distribution qui, tout d'un coup, réfléchissent à avoir des circuits courts, ils ne le font pas parce que la loi le demande, c'est que le consommateur le demande. Quand Total, tout d'un coup, dit « Tiens, je vais passer de tout pétrole à pétrole plus », il le fait parce que les investisseurs le demandent. Donc, en fait, moi, je pense que le marché est un bien meilleur régulateur que le législateur, globalement. Et donc, qu'on fixe... Est-ce qu'il va assez vite ? Le marché ? Oui, justement. Je pense que le marché va plus vite que le législateur. D'accord. En fait, là, quand on fait ça, on est en train d'adapter globalement la situation législative à ce que le marché est en train de faire. C'est-à-dire, quand vous regardez aujourd'hui les boîtes qui se créent, 50% des boîtes qui se créent, elles ont pour but de nettoyer la planète, d'embaucher plus de... Le business de la pollution n'est pas super booming. Bien sûr. Et on avait cette discussion hier avec le président de Croissance Plus, justement, où on disait, en fait, aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire qu'on est vert. Les boîtes qui feront de la croissance sont celles qui seront sur ces marchés-là, auront une bonne gouvernance, auront autant de femmes que d'hommes, une population diversifiée dans la boîte. Ceux qui n'ont pas ça, ils vont mourir. Donc
moi je pense personnellement qu'on n'a pas besoin de nous imposer les choses. Le marché est en train de s'imposer. En revanche, qu'il y a un cadre Le marché, global. quand il reflète l'opinion, c'est ce que... Le marché, il reflète, chez nous, le marché, il reflète quand même les aspirations de tous. Et donc, il y a une liberté de parole, il y a une liberté de consommation. En plus, ce que vous dites, c'est qu'on était plus laxiste en matière de pollution ou d'émissions quand la préoccupation n'était pas là, chez les clients finaux, chez les en fait, citoyens. qu'est-ce que fait aujourd'hui le gouvernement ? Il fait exactement comme les enseignes de distribution. Il voit que le marché demande du verre, il fait du verre. Voilà, ni plus ni moins. Donc, sauf qu'il le fait, à mon avis, de façon un peu moins agile qu'un entrepreneur. Et en même temps, vous disiez, il faut s'intéresser aux mauvais élèves sur les sujets environnementaux, rejet de CO2, etc. Parce que de fait, c'est eux qu'il faut peut-être un peu... François évoquait Total tout à l'heure, je ne dis pas que c'est un mauvais élève, mais son business, effectivement, dans le pétrole, effectivement, est sujet à questionnement, enfin en tout cas en termes de pérennité par rapport aux enjeux climatiques. Total a annoncé hier, parallèlement à son résultat de 2020, d'une perte de 7 milliards, un changement de nom, il va s'appeler Total Énergie, pour montrer que... Pluriel. Voilà, au pluriel, parce que Total ne se veut plus un groupe pétrolier, mais un énergéticien, et annonce 60 milliards d'investissements, je crois, sur 10 ans dans le renouvelable. Ça, c'est le bon exemple. En même temps, on ne peut pas l'inciter encore plus. Vous êtes d'accord avec François quand il dit, à partir du moment où il y a une prise de conscience dans l'opinion, laissons faire de marché, on ira dans la bonne direction ? Enfin, le marché, c'est nous, en l'occurrence. C'est-à-dire, on ne laisse pas faire le marché. On va voir l'entreprise en lui disant, nous, on est prêt à investir dans votre projet à long terme, à condition que vous ayez un programme de recyclage, mutation, etc., qui aille dans le bon sens. Donc, c'est en ce sens qu'en effet, le marché a un peu... De ce point de vue-là, les grandes sociétés de gestion sont dans leur rôle de donner des... L'autre jour, il y a la lettre annuelle de BlackRock, là, c'est pas vous faire injure que de dire qu'ils sont un petit peu plus gros que vous, mais... Non, ça sera encore moins me faire injure de remarquer qu'ils ont une part de gestion passive considérable. Alors, il ne me paraît pas complètement évident de mettre en avant c'est intéressant, les investissements ESG, tout en mettant en avant la gestion passive. La gestion passive, c'est reproduire les indices. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je pense que eux-mêmes ne sont pas très bien placés, vous dites, pour donner des leçons de... C'est plus facile quand vous avez une gestion vraiment active. C'est-à-dire que vous allez voir l'entreprise en disant, voilà ce qu'on souhaite que vous fassiez. Là, vous pouvez effectivement jouer un rôle effectif. Si vous avez une gestion passive, par définition, votre influence directe sur l'entreprise dans laquelle vous investissez est réduite à zéro. D'accord. Donc ça, c'est le sens du marché financier qui a un bon rôle. Je pense, oui. Alors, effectivement, on pourrait faire toujours davantage, etc. Ce qui d'ailleurs me fait penser à autre chose. Encore une fois, quand j'essaie de voir ce qui me fait réagir là, dans ces types de lois, c'est la notion d'ambition. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut être ambitieux et le marché un peu force les entreprises, tout le monde à être ambitieux. Et en même temps, il faut faire attention, j'imagine, quand on est politique aussi. C'est bien d'être ambitieux à condition de ne pas se débrouiller pour à chaque fois, précisément, ne pas être à la hauteur de son ambition. Donc c'est bien, j'entends la Commission européenne, les gouvernements qui se mettent des objectifs vraiment très, très, très audacieux de réduction de l'empreinte carbone, etc. Alors c'est très bien, sauf si on s'aperçoit qu'à chaque fois, ces objectifs ne sont pas atteints parce qu'ils sont trop ambitieux. Et alors là, vous décrédibilisez l'ensemble de l'effort. Donc je pense que... Et là ça aussi, fait penser au fait qu'on avait beaucoup critiqué les États-Unis qui étaient sortis des accords de Paris, sachant que nous, les Français, ne les respectons pas. En tout cas, on n'est pas exactement sur la bonne pente. Donc c'est ce que vous dites. Voilà, il faut regarder les faits davantage que les objectifs en tant que tels qui n'engagent que ceux qui les écoutent. Donc je pense qu'il y a cet aspect-là. Puis l'autre aspect qui m'a frappé aussi quand je regardais, moi aussi, j'ai regardé vraiment en diagonale un petit peu le projet de loi. Je vois très peu la référence à la technologie. Or, il me semble que c'est quand même à travers énormément de solutions technologiques que ce mouvement vers davantage de soucis de l'environnement, en particulier, du climat, etc. La technologie est un outil, fait partie des solutions. Et je suis un petit peu étonné de pas voir davantage cet engagement à utiliser, et la France ne serait pas mal placée dans ce domaine-là, à utiliser, comment dirais-je, tout le potentiel d'investissement technologique au service de cette cause-là. C'est pas forcément mon avis, mais les écolos ne l'achètent pas tellement, cet argument, en disant la technologie, ça consomme de l'électricité, les centres serveurs, etc. Regardez le bitcoin,
une étude de je ne sais plus quelle université qui dit que le minage du Bitcoin chaque année, ça consomme autant d'électricité que je ne sais plus quel pays. La technologie ne se réduit pas au Bitcoin en même temps. Non, mais que globalement, elle est numérique, la technologie, donc elle génère de la puissance de calcul qui consomme de l'électricité. Oui, alors évidemment, il n'empêche que, effectivement, je rejoins complètement, la technologie, c'est quand même aujourd'hui ce qui va nous permettre de changer des comportements et vers... a priori, moins d'une certaine consommation d'énergie. Ce qui est sûr, c'est qu'on consomme encore de l'énergie avec la technologie, mais on en consommera certainement moins. Il y a un truc qui est très intéressant sur cette logique de technologie. Dans les années 80, M. Mitterrand a lancé la grande décentralisation, etc. Flop total. C'est-à-dire que rien n'a marché, c'était le pouvoir politique qui avait décidé qu'on allait décentraliser. Bon. Depuis, il y a la technologie qui a permis le télétravail. Aujourd'hui, en tout cas moi dans ma boîte, j'ai 10% de mon staff qui dit en fait je vais aller habiter en province. C'est intéressant quand même. Et quand je mets une annonce pour un job, j'ai la moitié des CV qui viennent de 4 à 500 km. C'est-à-dire que la décentralisation, elle n'est possible que parce que tout d'un coup, les gens peuvent bosser comme s'ils étaient à Paris en étant à Bourges ou à Orléans. Et donc en fait, moi je suis complètement d'accord pour dire que la technologie, au même titre qu'elle a permis le télétravail, c'est elle qui va nous permettre de consommer moins d'énergie en tout genre et puis d'améliorer plein de choses. Donc il faut avant tout investir, à mon avis. J'essaie de revenir quand même au rôle éventuellement moteur que pourraient avoir les pouvoirs publics. Je comprends bien vos propos. Par exemple, en Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson a décidé, c'était il y a quelques semaines, il n'y a pas longtemps, effectivement, que les véhicules automobiles thermiques seraient interdits à la vente en Grande-Bretagne en 2030, ce qui est d'une ambition incroyable. C'est-à-dire que, enfin, d'une ambition au sens... l'Union européenne n'a même pas d'objectif sur le sujet. En France, on dit peut-être 2040, mais c'est même pas écrit. Enfin, ça n'a même pas été... Voilà, est-ce que ça, c'est pas de nature quand même à forcer un petit peu quand même tirer le bras des industriels pour aller plus vite un peu par rapport à ce que j'évoquais dans une bonne direction, Didier? Vous décrivez typiquement le type de politique strictement punitive, quoi, hein. Ça ne consiste pas à encourager, on peut dire que c'est encourager ce qui... Ça décourage plutôt que ça encourage, me semble-t-il. Alors effectivement, l'objectif est louable, tout ce qu'on veut, et d'ailleurs c'est peut-être un bon moyen de guérir quelques votes dans les sondages. Mais encore une fois, alors j'ai un biais forcément économique, mais ça n'a d'intérêt que si on mesure en effet non seulement je dirais, l'efficacité environnementale, mais également la pertinence économique. Parce que si ça ne marche pas économiquement, ça ne marchera pas tout court. Les entreprises, si elles font faillite, parce qu'elles n'ont pas le temps de se faire créer leur mutation, alors vous aurez tout perdu. Parce que non seulement vous n'aurez pas les nouveaux véhicules électriques, vous aurez des chômeurs. Sauf si d'autres se créent sur le créneau du véhicule électrique, comme on a vu avec l'exemple Tesla. Il y a 10 constructeurs chinois qui font des véhicules électriques. Oui, mais dans ce cas-là, on ne connaît même pas le nom encore. Boris Johnson aura des chômeurs en Grande-Bretagne et il aura nourri les employés chinois des usines Tesla. Donc je ne pense pas que ce soit son objectif. Donc cette façon de faire avancer les choses à coup de marteau, je ne pense pas que ce soit efficace. Alors encore une fois, sauf s'il nous présente une analyse économique de ce qu'il propose. Mais malheureusement, et c'est le même commentaire que je faisais là pour le projet de loi, vous avez la même... C'est pas tellement étayé par des mesures économiques. Comme vous avez l'avis de 150 citoyens volontaires, il n'y a pas d'analyse économique derrière les propositions. Il y a juste des propositions qui peuvent rassembler un certain nombre de personnes derrière leur bonne intention. Mais si vous n'avez pas d'analyse économique derrière, en fait, c'est quelque chose qui va rester... alors, soit c'est une catastrophe totale, soit ça va rester complètement marginal. Donc, c'est ça qui me paraît toujours le clivage en permanence entre le rôle du politique à l'égard de l'économie, où en effet, l'économie, elle est régie par des règles simplement de retour sur investissement. Et ça me paraît pas malsain. François, est-ce que ça fait sens, selon vous, d'avoir une réglementation à l'échelle d'un pays aussi éminent et brillant soit-il que le nôtre, qui à l'échelle de la planète pèse ce qu'il est, et en termes d'émissions de CO2, d'ailleurs, à peu près 1% du total des émissions de CO2 sont émis par la France. Est-ce que ça fait encore sens d'avoir une loi française en la matière, alors que le problème, par définition, il ne s'arrête pas aux frontières, quel que soit le pays? C'est un vrai sujet. Alors,
En même temps, on peut se dire qu'il faut bien qu'il y en ait qui commencent. Parce que si on attend tous que les autres commencent, on ne fera jamais rien. Donc, après, on n'est pas sûr d'inspirer le monde non plus. Enfin, à une époque peut-être. Mais... Non, mais je pense en effet que l'Europe a peut-être un enjeu à jouer, parce que si l'Europe tout d'un coup devient un vrai espace de bien vivre, etc., on a d'autres qualités que la Chine et les États-Unis, et on voit bien, on le vit depuis un an, que la France, sans resto, sans musée, sans espace vert, etc., elle commence à perdre un peu de son intérêt quand même. D'accord ? Et donc, l'Europe, en fait, peut capitaliser sur tout ce bien vivre qu'on est en train de redécouvrir, et donc peut avoir un rôle majeur là-dedans. La France tout seul, je ne pense pas. Pour reprendre un dernier point sur sanctions, je trouve intéressant le travail qui est fait en ce moment sur l'hydrogène. Je ne sais pas si je suis incapable de dire que c'est une bonne décision ou pas une mauvaise décision, mais je trouve que plutôt que de dire il sera interdit de rouler avec des moteurs thermiques à telle échéance, de dire on va lancer la grosse filière de l'hydrogène comme il y a quelques dizaines d'années on a lancé la grosse filière du nucléaire, ça je trouve ça intéressant. Et ça, donc ça c'est plutôt dans le plan de relance, avec effectivement depuis 7 au total milliards d'euros sur une dizaine d'années sur la filière hydrogène en France, à peu près la même chose, voire un peu plus en Allemagne, avec, on l'évoquera en fin d'émission, des conséquences en bourse. Il y a une petite introduction en bourse hydrogène hier à la Bourse de Paris qui a évidemment qui s'est envolée. Pour clore le sujet temporairement, Didier, est-ce que l'Arlésienne, la fameuse taxe carbone aux frontières, qui réglera le problème effectivement de potentiel de Boris Johnson, qui ne ferait pas importer des voitures de Chine, parce que de fait, il y aurait cette taxe carbone aux frontières, au moins aux frontières de l'Europe, et ce ne serait pas le problème qui réglerait tout sous couvert d'un marché. C'est-à-dire que voilà, on instaure une règle qui est qu'on fait payer le carbone plus qu'aujourd'hui, mais on le fait payer y compris le carbone importé. On sait bien que les bons scores de la France, malheureusement, en la matière, sont aussi la résultante de la désindustrialisation du pays depuis 20 ans, qui fait que on importe le carbone, mais quand on regarde ce qu'on rejette uniquement chez nous, on est plutôt presque exemplaire. Oui, alors, une question qui commence par est-ce que vous ne pensez pas que telle solution résoudrait tous les problèmes ? Vous imaginez bien qu'il y a peu de chances que je dise c'est ça. Je pense que ça peut se justifier dans une certaine mesure, puisqu'en effet, ça résoudrait en partie la problématique de différentiel de coûts. Gardez à l'esprit quand même que cette histoire de taxe carbone à l'entrée des frontières européennes, c'est principalement un moyen qui est prévu par la Commission européenne pour financer sa dette. Oui. La nouvelle dette. Et là, en ce sens, il y a, je pense, un certain sens, c'est très compliqué, on le sait depuis la création de l'Union européenne, pour l'Union européenne en tant qu'entité, de se trouver les ressources. C'est toute la difficulté. Pour l'instant, les ressources, c'est les pays qui lui donnent. Oui. Et donc là, on aurait à l'échelle européenne, parce que c'est précisément ça l'idée, une façon d'avoir des ressources qui ne reviendraient pas à chaque pays, mais qui reviendraient directement à l'Europe. Donc je pense de ce point de vue-là, c'est une source de revenus qui peut tout à fait se justifier, parce qu'au moins du point de vue de la cohérence avec une politique de l'environnement, il n'y aurait pas de souci. Maintenant, il faut la chiffrer. Et encore une fois, il faut faire l'analyse d'impact économique de ce genre de mesures. Ce n'est pas en mettant des barrières tarifaires aux frontières qu'on rend sa propre économie plus compétitive, plus vertueuse, etc. On se protège éventuellement pour continuer de faire ce qui n'est pas souhaitable. Donc idéologiquement, c'est très dangereux comme approche. Ça doit pouvoir s'analyser économiquement, et ça peut-être se défendre, mais il faut vraiment se méfier des mesures qui sont en fait des mesures protectionnistes. Une taxe carbone aux frontières, c'est un peu de plus oulala, ou c'est potentiellement une bonne idée? Je ne suis pas fan du mot taxe, globalement. Voilà, oui, réindustrialisons la France, quoi. Trouvons un moyen de réindustrialiser. La taxe carbone aux frontières, oui, il faut trouver des financements. Non, mais ça fait rentrer la logique de prix et des coûts de revient. Ça donne fait rentrer la logique environnementale dans la façon de fixer les prix. Si cette taxe carbone nous permet derrière de baisser les charges des entreprises et donc de réindustrialiser la France, je suis pour. Allez, ce sera le mot de la fin, pas de la fin de l'émission, de la fin de la première partie. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.
Retour dans Late et Smart, je voudrais qu'on parle du terme de surchauffe qu'on entend de façon un peu étonnante, contre-intuitive, en tout cas par rapport à la situation économique que l'on vit tous les jours en France, en Europe, ailleurs dans le monde. Surchauffe, on en parle surtout aux États-Unis. Il y a ce débat, notamment, on l'évoquait hier dans l'émission, sur la nature éventuellement trop ambitieuse du futur plan de relance Biden à 1900 milliards de dollars. On le montrait hier, ce tweet de l'ancien chef économiste du FMI, Olivier Blanchard, qui dit « Attention, on peut viser un peu de surchauffe », mais là, je crois que ce plan est trop important. Et en même temps, quand on parle surchauffe, a fortiori aux États-Unis, on parle forcément des marchés financiers. On se rappelle, tiens, encore hier et aujourd'hui, on est encore toujours sur des niveaux absolument records. On est au plus haut des plus hauts sur tous les indices, aussi bien le Nasdaq, plus les valeurs technologiques, que les indices plus larges, comme le Standard & Poor's 500, et puis les grosses valeurs, le Dow Jones. Est-ce qu'on est en surchauffe aux États-Unis? Est-ce qu'on risque la surchauffe aux États-Unis? Alors dès qu'il y a un petit chiffre d'inflation qui est un petit peu supérieur à ce qu'on imaginait, ça y est, on reparle de surchauffe. Je disais, c'est complètement contre-intuitif par rapport à la situation de crise historique qu'on vit, dont on n'a pas l'impression d'être complètement sorti. Pourquoi on parle de surchauffe, Didier? Alors déjà, je pense que oui, on a raison d'en parler. Alors c'est vrai qu'en Europe, ça paraît complètement incongru. Dingo, ouais. La première des choses, c'est que la situation aux États-Unis est vraiment très différente de la situation européenne, dès maintenant. C'est très, très désagréable à reconnaître, mais aux États-Unis, il n'y a pas eu beaucoup plus de victimes du Covid par habitant qu'en Europe. Or, pour ce même résultat. C'est bien de le rappeler parce qu'à chaque fois on nous explique que la situation là-bas est catastrophique, comme si la nôtre était excellente. 10% de plus voilà, par rapport à la France. Donc alors que le choc économique était beaucoup plus faible. Beaucoup plus faible. Donc visiblement, eux repartent maintenant dans une situation qui est nettement plus forte et arrive là-dessus quelque chose qui, je pense, pourrait rester dans l'histoire comme un événement historique, qui était les élections du 6 janvier, qui ont donné la majorité aux démocrates au Congrès, au Sénat. Donc l'élection en Géorgie, ce que vous évoquiez, début janvier. Je pense qu'il faut se souvenir de 6 janvier 2021. Je pense que c'est vraiment là qu'il y a un basculement total dans ce que va être la politique économique. Alors il y a ce plan qui n'est pas encore voté. Parce que ça donne la majorité démocrate à la voix de la vice-présidente près au Sénat, ce qui permet de... Voilà, alors il y a toutes les procédures de vote au Sénat sont très très complexes, mais en tout cas, il y a une façon, en utilisant ce qu'on appelle les reconciliation bills, c'est très très technique, mais en tout cas, ça permet... avec certaines contraintes, mais ça permet de voter à la majorité simple, donc que détiennent les démocrates, toutes les dépenses publiques qu'ils souhaitent. C'est-à-dire que les républicains aujourd'hui n'ont plus du tout la possibilité de bloquer un plan de dépenses. Or, la majorité démocrate aujourd'hui est quand même très très influencée par son extrême gauche, si j'ose dire, puisque le pays est clivé de manière considérable. Donc les démocrates ont leurs propres extrêmes, si j'ose dire, qui eux vraiment sont de l'idée que cette crise, et il y a une certaine vérité quand même, cette crise, elle n'a pas touché tout le monde de la même manière. Bien sûr. Une partie de la population qui a beaucoup souffert, qui se retrouve aujourd'hui dans une situation vraiment, vraiment considérable. Enfin, difficile. Très, très difficile. Et par conséquent, ce plan qui pourrait atteindre 1900 milliards, ça n'a pas encore été voté, c'est pas un plan de relance. C'est un plan de soutien. C'est un plan de soutien. Ça consiste à faire des chèques aux gens, etc. Ce qui veut dire que le plan de relance, ça sera pour après. C'est-à-dire qu'il est très concevable aujourd'hui que vous ayez un plan de soutien de 1900 milliards de dollars. On finit par plus trop se rendre compte. Oui. Pour l'Europe, on rappelle que c'est un peu moins fort que l'euro, mais c'est pas très loin quand même non plus. C'est d'affaire 1600 milliards d'euros. Et le plan de 750 milliards d'euros pour l'Europe, lui, il n'a pas commencé à être déboursé. Ils sont déboursés sur 3 ans avec des critères très, très spécifiques. Et ça commencera qu'au deuxième semestre 2021 au mieux. Aux États-Unis, vous avez les 900 milliards qui vont être votés, on va dire, d'ici début mars, qui seront déboursés très très rapidement, parce que là, c'est directement des soutiens aux consommateurs. Et arrivera ensuite, donc probablement voté en juillet, enfin pendant l'été, et mis en œuvre à la rentrée, dans septembre-octobre, un plan de relance. En plus, donc. Un plus, voilà. Et le plan de relance, alors on n'a pas encore les détails pour cause, mais il sera de même amplitude.
l'ordre de grandeur, ce sera la même, de l'ordre de 1000 milliards de dollars. Donc là, on arrive à des proportions, alors on peut encore sortir des chiffres, mais on est de l'ordre de 15% du PIB sous forme de plan de relance. Donc, c'est-à-dire beaucoup plus que la baisse du PIB liée à la crise. Hein. C'est ça qui est... Voilà, il faut comparer. Plan de relance. Et d'ailleurs, le plan de relance, c'est là que ça peut-être rejoint de notre discussion précédente. C'est là que les dépenses seront pour l'éducation, la santé, l'environnement, les infrastructures, etc. Le premier plan de 1900 milliards, c'est pas ça. Donc quand vous cumulez les deux, vous allez en effet avoir un stimulus économique absolument hors norme. Or, il va se produire à un moment où, en effet, comme je disais au début, aux États-Unis, ils se sont pas si mal débrouillés que ça, finalement, en termes d'impact économique de la crise Covid. Et vous savez que, naturellement, les vaccinations vont plus vite que chez nous. Ils en sont à environ 2% de la population vaccinée toutes les semaines. Donc ça va vite. Hein. Aujourd'hui, on considère que d'ici le mois de juillet ou à peu près, vous aurez 75% de la population américaine qui aura été vacciné au moins sur ils vaccinent 100 fois plus que nous par jour, alors que le delta de population est que de 1 à 5. Donc, quand vous cumulez la possibilité de réouverture de l'économie, dès lors que les gens vont pouvoir de nouveau aller consommer, voyager, etc. Et en plus, ces plans de relance vraiment, vraiment hors normes, avec des déficits considérables, en effet, vous pouvez vous dire quand même qu'à un moment donné, cette augmentation de la demande va avoir du mal à être satisfaite par ce que sont encore aujourd'hui les capacités de production. Donc cette idée que l'inflation qui est restée très très basse pendant très longtemps, qui a permis des taux très très bas pendant très longtemps, c'est là les marchés vont commencer à se dire voilà, on va forcément aller dans l'autre sens. Et vous ajoutez finalement... Mais vous, cette possible relance, cette possible surchauffe, elle vous inquiète ou elle vous enthousiasme ? Bien entendu qu'elle est inquiétante. Parce qu'elle a l'air d'enthousiasmer les marchés quand on regarde les indices. Alors après, on peut se dire, les indices prévoient qu'ils ont déjà baissé. Je pense que les marchés ne reflètent pas encore tout ce que je vous dis. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est plutôt une bonne nouvelle. On ne peut pas quand même considérer que c'est une mauvaise nouvelle d'avoir plus de croissance avec des banques centrales qui restent présentes, etc. Le problème, c'est ce que vous disiez, c'est dans quelle mesure trop de bonnes choses devient une indigestion et vous avez une difficulté. Et je rajouterai juste une dernière chose pour terminer. Vous le savez bien, dans l'idéologie démocrate par rapport à celle qui était l'administration Trump précédemment, l'idée n'est plus de faire plaisir à Wall Street. Vous vous souvenez quand ils ont envoyé des tweets, voilà, on a fait un plus haut, etc. L'idée, c'est au contraire de enfin faire profiter les salariés, les cols bleus, etc., de la croissance économique. Autrement dit, augmenter les salaires et non pas faire monter la bourse simplement. Donc quand vous mettez tout ça bout à bout, je pense qu'en effet, les marchés risquent dans les quelques mois qui viennent, dès lors que ces choses-là vont prendre de la réalité, commencer à refléter ça dans des taux d'intérêt plus élevés, ce qui peut commencer au début par un vrai problème. Une croissance, c'est toujours bon pour les actions. Mais quand les taux d'intérêt commencent à monter, dans un premier temps, ça va, mais si les taux d'intérêt continuent de monter, les marchés vont commencer à s'inquiéter. Oui. Comment vous réagissez, le chef d'entreprise empêtré dans sa faible croissance économique, même si votre entreprise a plutôt, je crois, passé cette crise de façon correcte. Et quand on entend tous ces milliards, vous vous dites que ce serait bien qu'il y ait un peu plus de milliards chez nous aussi ou... Je ne sais pas si c'est tellement plus de milliards chez nous. En fait, ce dont on se rend compte quand même, c'est que nous, on souffre d'un énorme problème qui est le principe de précaution. Et en fait, ce qui a tué la France et une partie de l'Europe pendant cette année 2020-2021, c'est ce principe de précaution. Et là, pour la première fois, je suis assez heureux de voir que, avant de tout refermer, on s'est dit tiens, on va temporiser un tout petit peu pour voir ce que vous appelez principe de précaution, c'était les confinements. Oui, c'est les confinements, c'est-à-dire qui fait que on veut tellement pas prendre de risques. Et même quand on a un Premier ministre qui a pris le risque de confiner vous savez, totalement. Il y a plein d'endroits aux États-Unis, ils ont confiné aussi dans les écoles, par exemple, beaucoup plus que chez nous. Alors, il y a plein d'Américains qui n'ont pas été à l'école depuis 9 mois, depuis on a laissé avril dernier l'économie tout le temps. Et nous, elle a vraiment été arrêtée. Et puis en fait, elle est saccadée. C'est ça qui est beaucoup plus compliqué. Et puis il y a des secteurs qui sont totalement sinistrés. Donc en fait, moi ce que j'entends, alors sur la macroéconomie, c'est effectivement c'est assez compliqué pour nous de nous rendre compte
ce que ça fait que d'injecter 4 000 milliards. Je ne sais pas si ça a déjà été fait, d'ailleurs. J'aimerais rien savoir ce que c'était que le New Deal à l'époque, combien on avait investi à l'époque. En parité de pouvoir d'achat. En parité, mais bon, voilà. Donc, évidemment, qu'on se dit, en tout cas, si nos petits copains relancent très fortement, nous, il ne va pas falloir qu'on tarde trop à relancer. C'est ce que disait tout à l'heure Didier sur... Parce que les écarts se creusent. Ce que disait Didier sur la sortie de crise de 2008, c'est-à-dire que nous, on a continué à vouloir gérer nos déficits quand les autres, ils sont allés avec la planche à billets. Finalement, 10 ans plus tard, ils s'en sont pas sortis plus mal que nous, en tout cas. Ça, c'est certain. Donc là, on avait l'impression quand même qu'une certaine leçon avait été tirée parce que malgré tout, il y a eu des plans de relance, il y a eu de l'investissement assez... Et même les Allemands ont accepté que l'Europe s'endette. Il y a quand même un truc positif. Et voilà. Bon, sauf que, effectivement, on parle de deux choses qui n'ont rien à voir. Et le bout du bout, je ne crois pas me tromper si je dis qu'avec ce plan de 1900 milliards, l'endettement américain, il est de 104% du PIB. Et nous, sans notre plan de 1000 milliards ou de 1, on a un endettement sur PIB qui est de 120%. Donc en fait, nous, notre dette, on a de la mauvaise dette. Parce que prendre de la dette pour investir, c'est pas grave, au contraire, on va la rembourser, mais prendre de la dette... Alors là, les 900 milliards, c'est pas de l'investissement, enfin, c'est de l'argent qui va passer à la consommation. Il y a de l'argent qui va y aller, et ensuite, effectivement, il y a de l'argent futur. Mais nous, en fait, on part déjà avec des taux d'endettement qui nous étranglent. Et donc, on n'est plus tellement capable d'alimenter la pompe pour relancer l'économie. Voilà. C'est intéressant comme on a fait la boucle entière. Là, on est revenu à la question du départ, qui était le déficit de croissance. Si vous n'avez pas de croissance... Quand on évoquait l'Espagne et la Tchéquie. Oui, absolument. C'est tout le problème. Et en effet, la raison pour laquelle les ratios de dette sur PIB sont plus élevés en Europe, c'est parce que le PIB est trop faible. Il faut absolument trouver la croissance. Dans une fraction, il y a le numérateur et le dénominateur. Voilà. Vous rappeliez ça tout à l'heure. Oui, c'est absolument majeur. Et là aussi, on peut le relier à la discussion sur l'ESG et l'environnement. C'est qu'il faut que ce soit une source de croissance. Si c'est une source de décroissance en disant on va pénaliser uniquement ceux qui sont des mauvais élèves et on ne fait rien pour que ça devienne un moteur de croissance, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et c'est très, très, très important. Ce qui vient d'être dit, c'est que moi, aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est qu'on veut tellement être bon partout que finalement, on risque d'être mauvais partout et bon dans rien. Et typiquement, quand on impose... La France ou l'Europe ? La France, en tout cas, c'est sûr, et puis l'Europe, peut-être. Et en fait, ce qui m'inquiète un peu, c'est que aujourd'hui, c'est quoi la priorité de la France ? C'est de relancer l'activité économique. On peut dire tout ce qu'on veut, mais il y a 4 millions, bientôt 4 millions de personnes qui ne vont pas avoir d'emploi. Il faut recréer de la croissance. Il y a un petit peu d'optimisme. L'INSEE nous a dit que la semaine dernière que l'objectif de 6% de croissance du gouvernement n'était pas inatteignable. Donc il y avait une double négation qui était... C'est certain, mais on parle de 6% par rapport à une année dernière. Où moins 8,3. Donc 6% de croissance, il faut bien que les gens comprennent que ça ne veut rien dire par rapport à une année de classique où on faisait 1,3. Voilà. Donc les 6% de croissance, c'est une bonne nouvelle, c'est certain. Mais en fait, il faut... on est qu'en février. On n'est pas encore une nouvelle. On n'est qu'en février. Et en fait, ça veut surtout dire que pour l'instant, il faut libérer les énergies et non pas leur rajouter des règles dans tous les sens en disant bon, vous allez faire de la croissance, mais attention, si vous allez trop à droite, c'est pas bien, trop à gauche, c'est pas bien, donc la croissance, vous allez la faire que comme ça. C'est pas possible. Là, vous revenez à mon petit texte de loi de tout à l'heure. Exactement. Voilà. Didier, Madame Yellen, ancienne patronne de la Fed, actuelle nouvelle secrétaire au Trésor, a dit vaut mieux too much que too little par rapport au risque de surchauffe. Est-ce que la raison pour laquelle vous disiez les marchés ne reflètent pas encore ce que je veux là, c'est pas aussi qu'il y a une espèce de confiance de cette idée que précisément elle pourrait être, compte tenu de son expérience de bancaire central, la bonne personne pour éviter ce risque de surchauffe? Oui, absolument. Vous avez raison. La bonne tenue des marchés, c'est le moins qu'on puisse dire, reflète en partie importante la crédibilité extraordinaire de la Fed et du Trésor aujourd'hui du Trésor avec Janet Yellen qui est passé l'un à l'autre. Donc vous avez entièrement raison. Aujourd'hui, il y a vraiment une crédibilité considérable. Le seul problème... Qui est légitime. Alors... la difficulté, c'est ce que lui a répondu Olivier Blanchard, d'ailleurs, l'ancien économiste du FMI, en disant oui, c'est vrai qu'il vaut mieux faire trop que pas assez. Mais est-ce qu'au-delà de certains points, faire trop... À un moment, trop, c'est trop. Voilà, exactement. Et c'est quand vous voyez les chiffres vertigineux que j'ai mentionnés, on peut en effet craindre que ça devienne trop. Le risque principal, finalement, c'est que, pour des raisons politiques, encore une fois, totalement défendables du Parti démocrate, qui a effectivement
un mandat social, je dirais. De réduire les inégalités, on va dire, globalement, pour résumer. Les inégalités se sont creusées de manière phénoménale depuis 10 ans aux États-Unis. Donc on peut vraiment comprendre cela et on peut imaginer qu'en effet, en cas de surchauffe, la Banque centrale, comme elle dit Janet Yellen, elle a tout à fait les moyens de resserrer les boulons le moment venu. Le seul problème avec ça, c'est que le moyen qu'a une banque centrale pour régler le problème, c'est de remonter les taux d'intérêt et de faire basculer l'économie en récession. C'est-à-dire le fameux boom-bust que personne ne souhaite, naturellement. Donc c'est un petit peu le problème. Il y a une sorte de confiance considérable dans la capacité de calmer le jeu en cas de besoin ensuite. Mais quand vous avez un peu l'expérience du travail des banques centrales historiquement, c'est qu'en effet, elles ont tendance, c'est presque délibéré, c'est dans leur culture, de prendre du retard pour ne pas casser dans l'œuf une reprise. Donc elles se mettent en retard et puis ensuite... parce qu'on leur a tellement reproché d'avoir cassé dans l'œuf les reprises précédentes, a fortiori ce que vous évoquiez, la crise précédente après 2008. Et puis, donc ils préfèrent prendre le risque de trop que de trop peu. Voilà. Très bien. Mais le risque de cela, c'est qu'ensuite ils soient obligés, rattrapés, je dirais, par les marchés justement, obligés de serrer de manière plus brutale. Et c'est là où vous faites basculer le pays en récession. Donc c'est pour ça que je disais que les marchés risquent à un moment donné de s'inquiéter, non seulement parce que la surchauffe elle-même peut avoir un impact sur la hausse des taux d'intérêt, qui elle-même aurait un impact sur les valorisations des actifs financiers en général, qui ont profité de taux d'intérêt très bas, mais qu'en plus de cela, derrière, ça déclenche des politiques de resserrement monétaire qui là, ferait créer un reste de ralentissement économique, voire récession derrière. Donc pour l'instant, on est dans la phase extraordinaire. Les vaccins, les plans de relance, etc., font que les analystes revoient à la hausse leurs estimations de croissance de résultats. Donc, on ne peut pas s'étonner que les marchés se portent très bien, mais vraiment le risque à l'horizon de quelques mois, c'est que, en effet, la surchauffe soit quelque chose qui, à un moment donné, augmente la perception du risque. Et oui, il y a vraiment un risque de surchauffe aux États-Unis. Really, nous dit Didier. Allez, il nous reste quelques minutes tout de suite, c'est l'after. Il nous reste 5 minutes, je le disais, pour terminer l'émission. On va rester en bourse. Je voulais vous faire réagir l'un et l'autre à deux actualités, deux petits événements en bourse. Regardez, c'était hier, bon, c'était confirmé aujourd'hui, mais c'était hier à plus de 270 milliards d'euros. LVMH, le groupe français, affiche désormais la première capitalisation boursière européenne devant le Suisse Nestlé. Donc on a un groupe... champion français, champion mondial du luxe, qui est la première capitalisation boursière en Europe. Nestlé, globalement, c'est de l'agroalimentaire. Aux États-Unis, les plus grosses capitalisations boursières, c'est que de la technologie. Ça dit quoi de la France, de l'Europe en l'occurrence, de l'Europe financière, de l'Europe industrielle, de l'Europe des entreprises, le fait que la plus grosse entreprise européenne en bourse soit notre champion national du luxe, selon vous, Didier? Alors, je ne voudrais pas la facilité de faire... remarquer ce que tout le monde peut faire, que oui, c'est pas une valeur technologique. On voit bien que... Ça n'empêche pas les mérites de l'entreprise, qui est une formidable entreprise. Ça dit quelque chose quand même de la présence de la technologie dans le tissu économique européen. L'Europe a raté, de toute évidence, le virage technologique. Il l'avait raté il y a 20 ans, ils l'ont raté de nouveau récemment. Donc c'est bien dommage, parce que LVMH est premier européen, mais ils sont plus que 20e au niveau mondial, malheureusement. Parce que 25 ou 27, je ne sais plus. Donc, alors en revanche, ce qu'on peut dire... Et tous les premiers sont soit les Américains, soit les Chinois, ils sont tous dans la technologie quasiment. Donc c'est quand même un constat un peu d'échec du point de vue européen de ce point de vue-là. Dans le côté plus positif, il y a quand même un côté plus positif. Le point commun peut-être entre Nestlé et LVMH, et d'une certaine façon... des grandes valeurs de technologie également, c'est la valeur des marques. C'est-à-dire qu'on est de toute évidence rentré sur les dernières décennies dans des sociétés de consommation. Les consommateurs sont les utilisateurs qui donnent de la valeur au business. Et le point très très fort de Nestlé comme de LVMH, c'est effectivement d'avoir su gérer des portefeuilles de marques extrêmement forts dans la durée. Voilà, des entreprises qui ont vraiment raisonné à long terme. Et une marque très très forte peut vraiment se valoriser. Aujourd'hui, Apple, Facebook, etc. sont des marques extrêmement fortes également. Bon, nous, on a réussi à avoir une marque dans le luxe. François, il faut quand même se réjouir d'avoir une boîte française qui a la première capitalisation européenne. Oui, bien sûr, on se réjouit. C'est une très bonne nouvelle. Ce qui est important, c'est surtout que la santé globale d'LVMH est formidable. Je regrette effectivement un peu qu'il n'y ait pas de boîte européenne tech qui
je ne sais pas s'il y en a dans les 5 premières, mais c'est même pas sûr. Donc voilà, mais non, dans les 5 premières, je crois pas. Non. On se félicite et tant mieux pour Monsieur Arnault. Allez, je disais, on reste dans la bourse. Hier, il y a eu une introduction en bourse à la Bourse de Paris dans la nouvelle section Euronext Growth, en bon français. Donc, on imagine que c'est les petites entreprises de croissance. L'entreprise s'appelle HRS pour Hydrogen Refueling Solutions, donc une entreprise qui fait des stations, comme son nom l'indique, pour refueling, pour recharger des réservoirs d'hydrogène. Une entreprise qui a fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en dernier, qui espère en faire 10 cette année, qui, pour son introduction en bourse, était valorisé hier 380 millions, qui a fait plus 30%, qui est donc valorisé plus de 500 millions cet après-midi. Cocorico aussi ? Ah ouais, là, un vrai cocorico. Au-delà des valorisations, je me souviens que quand des Facebook ou des Google s'introduisaient, on disait déjà c'est dingue. Et quelle valo complètement folle. Et puis, quelques années plus tard, on s'est rendu compte quand même il y avait une légitimité, il y avait une certaine raison derrière ces valorisations. Donc là, pour une fois, on a raté quelques virages numériques. Il semblerait qu'on soit dans un virage dont on parlait tout à l'heure, qui montre que les entreprises sont moteurs sur les grands changements liés à l'écologie et co. Une Française, c'est top, elle a de l'argent pour se financer, c'est formidable. Didier, je reviens sur les valos quand même. Effectivement, 10 millions de chiffre d'affaires attendus cette année, 500 et quelques millions de capitalisation. Est-ce que c'est rationnel, c'est raisonnable, c'est un pari sur l'avenir, ou est-ce que ça illustre un petit peu l'euphorie, peut-être un petit peu pour le coup déraisonnable du moment sur les marchés ? Je suis incapable de commenter la valorisation. Je ne connais pas du tout les ratios financiers de l'entreprise. Mais en revanche, moi, ce que ça m'inspire comme observation, c'est qu'on parle d'une entreprise toute petite. Oui. Toute petite. Si on veut que l'hydrogène devienne vraiment une solution à long terme sur la génération d'énergie, il faut bien avoir en tête que transformer de l'hydrogène gris en hydrogène vert, ça consomme énormément d'électricité. Alors en France, on est plutôt bien placé. On est plutôt bien placé, puisqu'on a plus de 95% de l'électricité qu'on produit qui est verte, en fait, nucléaire ou renouvelable, ou en tout cas hydraulique, quoi. Ouais. Simplement, là encore, il va falloir faire le choix. Si on ne veut pas de nucléaire, on ne pourra pas avoir d'hydrogène en taille importante. Donc, si on veut être ambitieux, il faut avoir une cohérence qui permet cela. Donc, quand je voyais le projet de loi en question, où on mélange quand même les bouteilles plastiques avec la défense du climat. Si on veut défendre le climat, alors le nucléaire est absolument indispensable. À court terme, c'est sûr. Et puis, si on s'intéresse à l'hydrogène à la bourse, il y a quand même Air Liquide. Si on prend des plus grosses valeurs, on est aussi présent, avec des plus grosses boîtes sur le secteur, sur des secteurs d'avenir. Qu'enfin, pardon, excusez-moi, enfin, on a compris que pour avoir des champions mondiaux, il fallait mettre beaucoup d'argent au début. Et ce que la France avait beaucoup de mal, la France et l'Europe avaient beaucoup de mal à faire pendant des années. C'est pour ça qu'on est resté avec des petites boîtes. Donc peut-être que grâce à ça, on va avoir une grosse boîte. Allez, il nous reste 15 secondes. On est juste sans commentaire. Moi, ça m'a fait rire, ce dessin. C'était la tribune de Genève. Voilà, ce pastiche de Tintin avec, à l'occasion les enquêteurs de l'OMS en Chine livrent leur rapport. Les Dupont qui nous disent impossible qu'un virus se soit échappé de Chelabo. On n'a même pas réussi à y entrer. Voilà, merci. Merci, messieurs, d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir regardés. Rendez-vous demain, même heure, même adresse sur Bismart. Bonne soirée. Merci.